Du fait de la guerre. Et ce qui a amené la guerre, c'est ce que Thiam vient de commencer encore. Tu ne peux pas faire 23 ans et venir recommencer à zéro, ce qui nous a endeuillés pendant longtemps. Il faudrait que les élections se passent très vite et que les autorités du PDC, comment on appelle, du RHDP prennent la mesure des choses et interviennent, mettent de l'ordre, rassurent. Il faudrait qu'on rassure rapidement comment on appelle, les Ivoiriens face à cette velléité-là. Tidiane Thiam aux élections présidentielles, moi, ça ne me fait peur. Ça va jouer à la démocratie. Il n'y a pas de problème. La seule personne que moi, je recuse qu'il soit candidat aux élections présidentielles, c'est Gbagbo. Pourquoi? Pas parce qu'il ne pourrait pas l'être, parce qu'il ne reconnaît jamais la finalité d'une élection. Et ça conduit toujours à des morts d'hommes. Par conséquent, moi, je ne suis pas sûr. Nous, on a subi. On a perdu des parents. On a perdu des proches dans cette affaire. On ne veut plus en perdre encore. Donc, pour moi, Tidiane Thiam, il peut aller, même le président Alassane n'a qu'à signer son décret pour le légaliser, pour qu'il aille aux élections présidentielles. Mais qu'il arrête de mentir, qu'il arrête de monter la tension des Ivoiriens. Il n'a qu'à parler de ses projets d'avenir et de ce que les Ivoiriens, ce qu'il peut faire de différent que le président Alassane Ouattara. Ça, c'est ça que nous on veut. On veut égaler les États-Unis d'Amérique. On veut égaler la France, on veut égaler l'Allemagne, ainsi de suite. C'est le rêve des Ivoiriens. Mais on ne peut pas le faire dans le mensonge. Toi qui as fait 23 ans dehors, tu reviens et tu commences pas à mentir comme les enfants de CP2. C'est pas normal. Il faut qu'il arrête. Et là, je vais finir Merci beaucoup. En disant ceci. Le thème de ton live, ce n'est pas sur les réactions des gens du PPACI, mais je brûle en attendant ton live sur ça parce que je voudrais te dire un mot. La jeunesse du RHDP doit vite se réveiller. Effectivement, tu as raison. Ce serait du tic au tac. Oui. Le programme qu'ils ont dit qu'ils vont mettre en branle leur stratégie et ils ont commencé par intimider sur les réseaux sociaux. Il faudrait que la jeunesse du RHDP saute pour mettre les points sur les i aussi. Parce que si on s'endort, ça nous surprend. Un seul mort, ce serait encore de trop dans cette affaire avec les Gbagbo. Gbagbo, s'il ne se respecte pas, il va subir la rigueur de la loi. Effectivement. Katina qui est en train d'ouvrir sa grande gueule pour raconter n'importe quoi, il faudrait qu'il soit en premier devant ses militants pour marcher. Et ce monde-là, on va leur demander pourquoi ils marchent, ils vont répondre devant la loi. Moi, je suis fatigué des morts, des blessés, des familles endeuillées en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'on donne une autre image. Et le président Alassane a fait ça, a fait tout ce qu'il veut, ce qu'il peut. Il mérite de laisser la Côte d'Ivoire véritablement dans la paix et dans l'union. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Flavio. Alors, nous allons partir rapidement avec Sloko. Bonsoir. Bonsoir, Ladi. Bon mois de Ramadan. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Ladi, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, je voulais rectifier quelque chose avant de continuer mon intervention. Il y a un frère qui a qualifié Thiam d'économiste. Thiam n'est pas économiste. Donc, le comparer dans ce sens au président Ouattara, vraiment, c'est une injure. Thiam n'a pas fait d'études d'économie. Après ses diplômes, je pense qu'il a suivi une formation dans les banques. Mais de comparer au président Ouattara pour dire qu'il est économiste, là, vraiment, c'est une injure à l'égard du président Ouattara. Là, je continue sur cette lancée de Thiam. Moi, ce que je voulais signifier, c'est que c'est une indignation parce que Thiam ne se rend pas service en prenant pour ennemi, pour adversaire ou bien pour ennemi, le RHDP, son président. Pourquoi? Parce que le père ou bien les pères même des xénophobes, c'est ceux avec qui aujourd'hui ils marchent. Ceux même qui ont établi, c'est-à-dire la nationalité de tous les Ivoiriens en se basant sur leur généalogie.
on se rappelle ici quand Gbagbo faisait son meeting, et puis dans ses mensonges habituels, disait le président Ouattara a construit tant dans telle ville, dans tel pays. Il a fait ça à tant que temps. C'est Gbagbo qui a établi. Et c'est aujourd'hui, Thiam est avec ces personnes-là pour venir contre le président Ouattara. Donc je dis, il ne se rend pas service. Lui, Thiam, qui a un problème, c'est-à-dire, lui-même il a affirmé, donc c'est connu de tous, qui a été français, aujourd'hui qui s'est détaché de son allégeance à l'égard de la France, qui est aujourd'hui avec Gbagbo, mais Gbagbo ne parle pas. Pour moi, cela devrait interpeller le soi-disant brillantissime, en tout cas brillantissime intellectuel, qui aurait fait des études, en tout cas dans les pays vraiment développés, qui serait le major de sa promotion depuis qu'il a commencé, qui, selon ses militants, a relevé les économies de certains pays, qui, selon ses militants autant pour moi, en tout cas, a fait la fierté de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, qui, selon ses militants, a relevé le crédit suisse et le prudentiel. Vraiment, ce monsieur ne s'y rend pas service, parce qu'il a un problème de nationalité, et ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, ce sont ceux-là qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire en disant que non, cette partie de la Côte d'Ivoire n'est pas dans la Côte d'Ivoire et que cette partie est la partie utile. Ça, c'est Gbagbo qui le dit, la partie utile, la partie inutile. Et ils ont combattu le président Ouattara durant des années, bien que les Ivoiriens ont commencé par le PDC, mais ceux qui ont bien combattu le président Ouattara, c'est bel et bien ceux avec qui il est aujourd'hui. Donc, je voulais dire ça que vraiment, le PDC et son président ne se rendent pas service en prenant pour ennemi ou pour adversaire le RADP et son président. Maintenant, le deuxième point, c'est le plan. En tout cas, je voulais, après le 4e, c'est dans la même lancée, c'est le plan des opposants. Oui. Les opposants aujourd'hui sont basés sur la RLE, mais ça cache quelque chose. Si la commission électorale indépendante accepte ce qui n'est pas acceptable d'abord, décide de dire qu'elle fera une RLE, l'opposition aura gagné. Ah oui. Parce que la liste définitive sera affichée en juin. C'est-à-dire, ils vont commencer une nouvelle révision de la liste électorale en juin. Ça va prendre fin quand? Bonne question. Donc, du coup, on serait obligé de recaler la date des élections. Et si on recale la date des élections, il y a un vide constitutionnel. Donc, du coup, ils vont imposer un gouvernement de transition à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est vrai. Le président Ouattara ne serait pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. Voilà leur plan, c'est simple. C'est pourquoi Charles Blé Goudé sur France 24 disait que si la CEI a besoin du temps, qu'elle demande, on va lui donner assez de temps. C'est-à-dire qu'ils sont dans un plan parce qu'ils ont tout essayé. Ils ont essayé une révolte populaire, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de mettre en palabre les forces de l'ordre, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de diaboliser toutes les institutions de la République, ça n'a pas marché. Donc, la dernière carte qui reste, c'est de pousser la CEI à faire une nouvelle RLE. Comme ça, la date des élections qui est prévue par la Constitution serait décalée. Mais quelque chose qui n'est pas constitutionnel, est-ce que c'est légal? Ce n'est pas légal. Donc, du coup, ils seront en plein droit de dire, ah bon, comme ils ne sont pas dans une légalité, du coup, il y a un vide constitutionnel, d'où gouvernement de transition. Voilà leur plan. Ça, c'est mon analyse. Et vraiment, toute personne, en tout cas, qui va essayer de voir, dira vraiment que, en tout cas, c'est leur plan. Maintenant, l'autre chose, c'est que ils ont oublié que vraiment la Côte d'Ivoire vient de loin et que nous avons à la tête de notre État un président à qui on ne fait pas du chantage. Parce que ce que les opposants font, c'est du chantage. Quand tu attends, le PPAC dit ils vont prendre d'assaut, disons, appeler leurs militants à s'apprêter pour les contentieux. Ce n'est rien d'autre que d'aller saccager ou bien demander ou bien imposer leur dictat à l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Pourtant, la Côte d'Ivoire vraiment est régie par des lois. Si Laurent Gbagbo, le soi-disant démocrate,
vraiment doit se plier aux décisions de la justice. S'il ne reconnaît pas cette décision de la justice, qu'il porte plainte contre son avocat qu'il a représenté pendant le procès. C'est aussi simple. Non? Ah oui. S'ils disent que non, ce procès vraiment n'était pas, que lui n'était pas là, il y a un avocat qui a représenté, et cet avocat, je pense qu'il vit. Il peut porter plainte contre cet avocat. Pourquoi tu m'as représenté? Étant donné que je n'étais pas donné mon approbation. Donc, ces personnes-là jouent avec nos sentiments et vraiment, ils prennent la Côte d'Ivoire comme leur propriété privée. Ils pensent qu'ils ont le titre foncier de la Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, ceux qui avaient 5 ans en 2015 ou même qui avaient 10 ans, en 2011, autant pour moi, ont plus de 20 ans aujourd'hui. Et donc, ils pensent qu'ils ne vont pas se laisser manipuler. Voilà pourquoi tous les appels qu'ils ont lancés depuis des années, aucun de ces appels n'a abouti. Oui. Comme dans tous les partis, dans tous les pays, il y a des extrémistes, des extra-extrémistes, donc il y a des gens qui se laissent aller. Sinon, la majorité de la population ivoirienne vraiment a compris que non, ces personnes-là ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire, mais sont là pour leur intérêt personnel et égoïste. Voilà pourquoi on ne répond pas à leurs appels. Maintenant, il y a des gens qui demandent à ce que l'élection soit inclusive, l'élection soit... Maintenant, j'aimerais savoir quelle est l'institution qui assure l'inclusivité d'une élection. C'est bien le Conseil constitutionnel. Effectivement. Le Conseil constitutionnel se base sur des lois établies par notre Constitution. Et la Constitution dit peut être candidat aux élections présidentielles tout citoyen ayant au moins 35 ans. Et ces personnes-là doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Est-ce que Gbagbo, à l'heure actuelle, jouit de ses droits politiques? Non. Non. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, la deuxième question que je pose, est-ce que tout le monde peut être candidat? Non. Si tout le monde pouvait être candidat, vraiment, il n'allait pas avoir de loi. Voilà pourquoi les lois sont préétablies pour tous les jeux politiques et pour tous les jeux même dans le monde. Il y a des lois qui sont là. Si tout le monde devrait être candidat, ou bien si tout le monde pouvait être candidat, il n'allait pas avoir de loi. Les lois sont là, on dit 35 ans, qui jouit de ses droits civils et politiques. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, pour terminer avec le cas Tidjane Thiam, c'est quelqu'un, ça c'est à l'heure où on parle actuellement, il est tout sauf un politicien. Tout sauf un politicien. Vous-même, vous constatez, quand il n'a pas son affiche devant lui, il divague, il dit tout et n'importe quoi. Excusez-moi pour le thème. Franchement. Le président Ouattara, quand il a fait ses premiers pas en politique, on dit non, c'est pas un politicien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore mieux s'apprêter politiquement. Et quand il est venu, il a dit quoi? En 95, vraiment, je n'avais pas véritablement fait le choix de rentrer en politique. Voilà ces thèmes. Et quand il est revenu et qu'il a été président du RDID, actuellement, en tout cas, tout le monde a su que c'est quelqu'un qui est averti politiquement. Et toute l'Afrique et tout le monde entier sait que c'est quelqu'un qui est averti politiquement. Parce que si tu vas sur le terrain politique, tu as échoué. Si tu vas sur la légalité, tu as échoué. Donc, ce qui est bien, c'est de garder son sang-froid et aller contre le président Ouattara. Donc, voilà, c'est quelques mots que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole. Merci, Ladji. Merci beaucoup, Sloko. Merci. Alors, Karim, tu es là? Bonsoir. Ils vont des péris de filles. Ouais. Ils vont péris de filles la soirée. Bonsoir. Ouais, vraiment, Ladji, vraiment, merci de nous donner cette opportunité qui est unique. Voilà, de nous exprimer sur tous les sujets vraiment qui se passent, en tout cas dans le pays. Voilà, mais moi, par rapport à Thiam, moi, j'ai vraiment été dégoûté quand je l'ai écouté. Honnêtement, Ladji. Même moi, hein. Et mon dégoût s'exprime à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le fait pour Thiam de diaboliser tout ce que le président Alassane Ouattara a pu faire comme prouesse en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu, Ladji. C'est du jamais vu même dans le monde ce que le président Alassane Ouattara a fait. La Côte d'Ivoire, qui est un pays qui revient d'une crise acerbe, hein, qui a dévasté totalement les institutions du pays. Un monsieur qui est venu, qui pouvait dire que non, bon, voilà, avec la crise, on peut prendre un certain nombre de retards sur un certain nombre de points. Non. Il est rentré au charbon, il s'est mis au charbon et puis il a redressé
l'économie de la Côte d'Ivoire, il a mis la Côte d'Ivoire à un niveau où vraiment, même nos voisins nous envient et ils nous veulent du mal pour ça. Le président Alassane Ouattara est celui-là, le chef charismatique, qui a fait de la Côte d'Ivoire une vitrine innégligeable aujourd'hui dans la sous-région et même dans le monde entier. Le président Alassane Ouattara est une référence en matière de résilience politique, économique et démocratique aussi, Ladi. Donc, voir Thiam venir diaboliser tout ce qu'il a mis en place, tout ce que toi-même, Ladi, tu viens de citer dans ton développement. On était à deux ou trois universités. Aujourd'hui, on se retrouve avec 9 universités en Côte d'Ivoire. Ladi, qui dit mieux? En tout cas. Qui dit mieux? Et puis lui, il vient s'asseoir pour dire non, qu'il a Côte d'Ivoire. Et puis il a menti. Dans un coin, il dit que le niveau, je peux dire, de pauvreté, des soins, voilà, des soins en Côte d'Ivoire ici, le Burkina Faso nous dépasse. Mais c'est faux, là. Mais c'est faux. Oui, il dit le Burkina Faso nous dépasse. C'est faux. Il dit, moi, mais j'ai écouté, j'ai dit, mais est-ce que ce monsieur n'est pas malade? Et puis en plus, voilà, ça c'est le premier point que je voulais dire. Maintenant, le deuxième point, moi je voudrais interpeller, je voulais tirer la sonnette d'alarme et la chose aussi que la HACA, j'espère bien que c'est vrai, parce qu'il y a eu un communiqué de la HACA qui a fait un communiqué pour interpeller France 24. Pour dire que vraiment, il y a vraiment du mensonge dans l'air en fait. C'est-à-dire que Thiam vient s'asseoir devant une chaîne, c'est-à-dire que dans une chaîne, et se faire interviewer, et il ment à grande échelle. Quand il dit par exemple que lui, sa vie est menacée d'Adji. Mais c'est faux. Gbagbo même fait plus pire que Thiam en Côte d'Ivoire ici. Il est en sécurité. Blé Goudé est partout, notamment au nord, pendant que sous Gbagbo, c'est Blé Goudé qui voulait que le nord soit un champ de maïs. Blé Goudé était à Katioula. Katioula était une zone rebelle. Mais Blé Goudé allait faire ses tournées là-bas. Qui l'a menacé? Qui l'a tué? Qui a tué sa voiture sur son cortège? Personne. Et lui, il dit que lui, sa vie est menacée. Vraiment, ceux qui suivent Thiam doivent comprendre que celui-là, c'est un aventurier politique. Il n'a rien à proposer aux Ivoiriens, rien qu'à rester dans le déni. Il ne peut rien apporter de nouveau à la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a mis la barre tellement haute que tous les opposants pataugent aujourd'hui. Ils ne savent pas vers quel sein se vouer. Et c'est dommage. On aurait cru que peut-être Thiam allait être un opposant à la taille du président Alassane Ouattara, mais malheureusement, c'est un mythomane au sens propre du terme. Il ne peut rien apporter à quelqu'un, il ne peut rien apporter même. D'abord, le Crédit Suisse qui lui a été confié, il l'a fait couler comme une épave, et c'est la Côte d'Ivoire qui flambe aujourd'hui qu'on va lui donner, qu'il va transformer encore en épave. Non, nous ne sommes pas prêts pour cela. Et aussi, Thiam reconnaît, il a même reconnu à travers un certain nombre de ses discours que le président Alassane Ouattara a mis la barre haute. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il venir encore dédier tout ce que lui-même il a eu à apprécier? Tu vois, moi je voulais, pour chuter, je voulais dire que le président Thiam, je dis le président Thiam encore, Thiam a démontré aux yeux des Ivoiriens qu'il n'est pas crédible. Si l'article 34 de la Constitution, ou bien même 48, je crois bien, de la Constitution n'existait pas, Thiam allait venir diriger la Côte d'Ivoire en tant que Français. C'était grave. Ah oui. C'est grave. Il a fallu que Arthur Banga rappelle que Thiam ne sait pas. Oui, bien avant Arthur Banga, c'était Bion qui avait rappelé que Thiam ne s'était pas encore débarrassé de sa nationalité française. C'est là ils ont accouru. Bien, et puis aussi, même quand on a rappelé, il a envoyé ses repères sur le terrain qui sont venus dire que Thiam, la nationalité de Thiam d'aucune Ivoirienne ne souffre d'aucune ambiguïté. Effectivement. Après ça, ils sont ressortis pour dire que non, officiellement, Thiam va renoncer à son allégeance française. Vous voyez des incongruités, des mensonges. Des mensonges à haute échelle. Maître Blessy nous a fait savoir qu'il avait déjà renoncé à cette nationalité. Mais c'est ça, en fait. Et puis après, Thiam même sort dans son dos et il vient. Parce que tes Européens disent des choses et puis toi, tu sors pour venir les dédier. Donc, tu vois que ce n'est pas un homme sérieux. Et nous devons vraiment faire très attention
à France 24. Oui, je viens de voir ça aujourd'hui même. La HAC l'a envoyé. Qui est en train de... Je ne sais pas à quel jeu cette chaîne-là joue, mais vraiment, c'est pas sérieux. Et nous restons vigilants. Voilà, nous les Ivoiriens, nous aimons ce qui est clair. Et quand ce n'est pas clair, on va dénoncer. Ce n'est pas parce que France 24 est une chaîne qui a été appréciée par le président Hassan Ouattara qu'elle va venir sortir des énormités, des choses qui n'existent pas. Nous allons les rappeler à l'ordre. Voilà. Donc, ce n'est pas pour dire que nous les menaçons, mais il faut que cette chaîne-là reste dans son rôle d'information, je peux dire potable et vérifiable aussi. Voilà aussi ce que je voulais dire là. Ok, on a notre doyen qui veut apporter aussi sa pierre à l'édifice. On va l'écouter depuis nos comptes WhatsApp. C'est parti. Non, tiens, moi, franchement, il m'a découragé. Hein. Je suis un peu concentré, hein, les gars, parce qu'ils ont supprimé mon compte YouTube là. Je suis en train de créer un autre. Non, mais moi, tiens, m'a découragé. Maintenant, concernant YouTube, je pense que dès que tu finis de créer, tu envoies le lien, on va dire aux gens. Oui, oui, dès que c'est bon, j'ai envoyé le lien. Je suis en train de travailler dessus. Ok. Bonsoir, mon doyen. Oui, bonsoir Ladji, bonsoir cher frère Ladji. Bonsoir. Bonsoir également à tous les grenadiers voltigeurs qui sont encore connectés à cette heure-ci pour le triomphe de la vérité, le triomphe de la vérité sur le mensonge, pour la victoire de Dieu sur le diable. Bonsoir. Pour revenir donc au sujet du jour, ne pas dire au sujet de la soirée ou sinon de la matinée, avant donc de me consacrer au candidat potentiel du PDCI, je vais observer quelques points rapidement en ce qui concerne la situation dans les cités universitaires depuis la fermeture, donc depuis la dissolution de la FESI. Donc j'ai cru voir des vidéos où donc des soi-disant militants du PPACI, c'était à Probo et puis aussi à Marcory, étaient dans la rue en train de courir, en train de chanter comme à l'époque quand Gbagbo était encore au pouvoir dans les années 2000, 2005 jusqu'à 2010. Ils se mettent en bande, en groupe, ils commencent à courir, à faire des sortes de footing et en chantant. Cette fois-ci, ils avaient la casquette de Gbagbo et consorts. Donc, j'aimerais aussi que, au niveau de la police, au niveau des districts, on regarde si effectivement ceux qui veulent faire des meetings sont tenus de le faire dans un endroit confiné. Est-ce que sortir d'un endroit confiné et courir pour traverser la rue, est-ce que c'est autorisé pour des militants des partis politiques? Parce que cette façon de faire du PPACI me rappelle un peu les méthodes de la FESI. Et comme ils sont plus existants officiellement, ils ont intégré donc les cités universitaires. Et ça ne m'étonne pas que au sein des cités universitaires, ils prennent le temps de planifier tout ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aurait une actualité concernant le PPACI ou concernant Gbagbo, ils vont sortir dans les rues, ils vont commencer à défiler, ils vont faire beaucoup de choses, et surtout pour perturber la quiétude des habitants. Parce que quand tu dois aller prendre ton bus pour aller au travail ou quand tu dois faire autre chose pour aller au travail, et puis tu vois ce groupe de personnes, ce groupe de voyous qui arrivent avec des accoutrements de deux os, souvent c'est ça, hein, ils portent carrément des vêtements un peu pour faire peur en fait aux gens, et c'est pas conseillé pour ceux qui doivent aller au boulot. Donc il faut voir au niveau du district ou au niveau de la police si c'est autorisé. Voilà, les temps ont changé. S'ils ont des meetings à faire, il faut effectivement qu'ils fassent ces meetings-là dans les endroits clos. Le deuxième point, c'est la situation des enseignants. C'est le calme plat. Je n'aime pas trop ce calme plat-là pour les enseignants parce que au jour d'aujourd'hui, que ce soit Afinguessan, comme je l'avais souligné, que ce soit Tidjam Thiam lui-même, que ce soit Soro La Roquette, qui est encore réfugié au Burkina, lorsqu'ils ont pondu une déclaration en décembre dernier à l'occasion de Nouvel An, ils ont
évoqué le cas des enseignants. Et jusqu'à présent, s'il n'y a pas de réaction, ça cache bien quelque chose. Parce que dans leur plan, ils comptent sur le milieu enseignant pour paralyser ou encore pour déclencher les hostilités. Donc à ce niveau-là, il faudra que nos autorités se penchent ici et maintenant sur la situation réelle des enseignants afin de ne pas se laisser déborder. Okay. Troisième point, c'est la déclaration de Simone. Simone a fait une déclaration, Bleu aussi a fait une déclaration. Donc la même déclaration rejoint ce que Thiam a dit ces temps-ci. Donc quoi qu'on dise, Simone et Blé, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Et lorsque Thiam a signé ce pacte avec eux, voilà, ça veut dire effectivement qu'ils pensent la même chose, qu'ils visent la même chose, à savoir la déstabilisation, au mieux une transition, d'où leur appellation alternative. Ah, alors ces trois points, oui. Donc d'où leur appellation comité ou je sais pas quoi alternatif. Donc la transition est inclue là-dedans, dans ce terme alternatif-là. La transition est inclue là-dedans. Donc c'est une alternance ils veulent, raison pour laquelle Blé a proposé, même si la CIU veut encore du temps, qu'on lui laisse du temps, voilà, pour aller donc à l'alternance, donc à une transition. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les masques sont en train de tomber pour ce qui concerne Thiam. Ce qui concerne Thiam aujourd'hui, les masques sont en train de tomber. Et personnellement, je suis très peu surpris. Je suis très peu surpris par son visage. C'est ce visage-là qu'il a toujours affiché, mais derrière sa carrure des quadragénaires ou des quinquas lisses, se cache en fait un manipulateur. Se cache un grand manipulateur. Et Thiam, il a commencé par la manipulation qu'on appelle en termes simples l'opportunisme. Pourquoi Thiam, il est là aujourd'hui? Il y a eu deux faits. Le premier fait, c'est le fait qu'il a été renvoyé du Crédit Suisse. Parce que son contrat au Crédit Suisse courait jusqu'en 2026. Si Thiam n'avait pas été renvoyé, s'il n'avait pas été renvoyé du Crédit Suisse, il venait jamais en Côte d'Ivoire. C'est malhonnête. Il venait jamais. De deux, après son renvoi, il y a eu le décès d'Ebedier. Donc, ces deux facteurs ont fait qu'il est rentré précipitamment en Côte d'Ivoire pour s'accaparer la présidence du PDCI. Et puis, son opportunisme commence quand? Lors des derniers Jeux Olympiques à Paris, je ne sais pas si encore les frères et sœurs se rappellent, on a vu Thiam subitement prendre des photos avec nos athlètes. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme. Lorsque la Coupe d'Afrique est passée par là, on a vu Thiam tout d'un coup arborer le maillot des éléphants. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme. C'est-à-dire qu'il y a eu le décès de Nzeba, il y a eu son renvoi de la Banque suisse, et puis il y a eu des Jeux qui ont suscité l'engouement national, comme les Jeux Olympiques où nos athlètes étaient à Paris. Et Thiam, on le voyait après quelques parties, on le voyait en photo avec nos athlètes. Tout ça pour susciter la sympathie des Ivoiriens. Donc c'est l'opportunisme qui a guidé son retour en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'amour des Ivoiriens, ce n'est pas l'amour de la Côte d'Ivoire. Et en 23 ans, il a eu l'occasion de nous démontrer qu'il s'en fout de nous. Il ne réfléchit que comme ces anciens colons qui voyaient dans les pays africains des pays sous-développés, des pays corrompus. Thiam a cette mentalité, c'est ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire. Et sa stratégie de communication aujourd'hui, avec le recul, il faut insister là-dessus. Thiam, il a une stratégie de communication en externe qui est basée sur 3 médias, pour ne pas dire 3 piliers de communication. Il y a la presse, la presse écrite en France. Il y a France 24. Il y a TV5 et il y a RFI. D'ici novembre 2025, ces 3 canaux-là, plus la presse écrite, ils vont rentrer en scène pour le compte de Thiam.
Parce que la dernière interview qu'il donne sur France 24, elle n'est pas anodine. Oui. Ce sont ces relais-là qui tentent à présenter Thiam comme la victime d'un système en essayant de balayer du revers de la main les pas ou encore en essayant de balayer du revers de la main les manquements de Thiam lui-même vis-à-vis d'un pays, de la Côte d'Ivoire, qu'il considère comme son pays. Donc France 24 est dans un jeu. Ils ont une mission. Donc TV5 aussi va emboîter le pas et RFI forcément va emboîter le pas. Ça sont ces relais à l'extérieur. En interne, il a décidé d'arracher la parole à Bredoumi, à Dia Oufoué, et si vous remarquez aujourd'hui, c'est lui-même qui parle aujourd'hui. Et il a décidé de partir comme un cheval fou, comme un cheval, pour ne pas dire un outsider, et il essaie de tout casser, mais de tout balayer sur son chemin, mais de la plus mauvaise des façons. Donc, ce n'est plus les Dia Oufoué qui parlent aujourd'hui, ou les Bredoumi, ils sont dépassés. C'est Thiam aujourd'hui qui a la parole. Et son système de communication en interne vise à dénigrer le bilan du Prado. Il dénigre le pouvoir exécutif, notamment à travers l'article 48. Il dénigre également le pouvoir politique. Il fait allusion à un 4e mandat. Et il dénigre le pouvoir judiciaire quand il dit qu'il est menacé et mais il ne porte pas plainte. Une façon de dire qu'il ne fait pas confiance à la justice ivoirienne. Donc sa stratégie, à ce niveau-là, il a des relais de communication qui sont la presse écrite en France, France 24, la presse audiovisuelle, TV5 et RFI, qui tôt ou tard, ils vont lui emboîter les pas. Wow. Ensuite, il a la prise de parole en interne, qui consiste à dénigrer le bilan du Prado, à dénigrer le pouvoir exécutif quand il parle de l'article 48, à dénigrer le pouvoir politique quand il parle du 4e mandat, et à dénigrer le pouvoir judiciaire quand il dit, lui Thiam, il dit qu'il est menacé, mais il ne porte pas plainte. Donc en interne toujours, ça fait sourire, mais ne soyez pas étonnés ou ne soyez pas étonnés que demain, on apprenne qu'il y a une cérémonie de prière à la basilique de Yamoussoukro, à la demande de Thiam, ou à la demande de la famille Thiam, ou à la demande d'Augustin Thiam. Tout ça pour susciter, parce que c'est ce qu'il risque à faire, susciter, et qu'on appelle ça, la frange de la population chrétienne ou catholique pour adhérer à son message. C'est ce qu'il risque à faire. Et son frère et lui, c'est fort possible qu'ils organisent, qu'ils appellent à une prière à la basilique pour soutenir son petit frère, ou Thiam lui-même, via le PDCI, appelle à une prière de ce genre. Parce qu'ils ne sont pas à une qu'on appelle ça, aggravation près, et c'est possible qu'il le fasse. C'est possible qu'il le fasse, que Augustin Thiam, ou même Thiam lui-même, appelle un jour à une prière à la basilique pour soutenir son petit frère. Mais quand tu vas plus loin, j'ai décelé un peu des similitudes entre Thiam et Bédié. Et c'est ça qui fait un peu peur. Il y a des similitudes entre Thiam et Bédié. Bédié, quand en 93, il devait arriver au pouvoir, on le savait incompétent. Même son doctorat, à l'époque, avait été acheté. Wow. On le savait incompétent. Mais au nom de l'article 11, la France l'a adoubé. Et il est devenu le successeur du vieux. De la même façon, en 2000, tout le monde savait Gbagbo incompétent. Oui. Mais Charles Jospin, les socialistes, l'ont adoubé. Et c'est le cas de figure qui se présente avec Thiam. Thiam est compétent. Parce que jusqu'à peu le contraire, moi je doute des diplômes de Thiam. Mais aujourd'hui, il veut apparaître comme le Macron ivoirien. Parce que dans l'opposition qui se passait en France, personne n'a vu venir Macron. Oui. Et personne n'a vu venir. On était d'un côté avec François Fillon, de l'autre côté avec Marine Le Pen, et puis pap, Macron est sorti du chapeau. On ne sait pas d'où il est sorti, il était banquier chez Rothschild.
Et Thiam, il a quasi, quand tu observes bien, Thiam, il est en train d'emprunter à Macron cette démarche, cette façon de faire. Oui, oui. Il est en train d'emprunter à Macron cette façon de faire. C'est-à-dire que, entre les deux pôles qui sont là, il veut se glisser au milieu pour parler comme quelqu'un de neuf, quelqu'un de propre. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Autant Bédier était incompétent, il a été adoubé, Thiam est incompétent, mais il bénéficie du soutien de certaines personnes qui sont couchées, en France notamment. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Cela ne veut pas dire que la France a tourné le dos à la Côte d'Ivoire ou encore au président Ouattara, mais dans ce cas-là, il y a toujours deux blocs. Et c'est ceux-là qui sont aujourd'hui en train de lui permettre de communiquer sur France 24, de décrire des articles, on va dire, inexacts sur le pouvoir, de rentrer à Abidjan et de faire des documentaires qui vont balancer après sur France 24, tout ça pour continuer de salir, de ternir l'image de la Côte d'Ivoire et le travail du président. Donc, Thiam, si tu regardes bien, ce qu'il dit en plus sur cette question de nationalité, même quand il aime bien prendre l'indice de développement, mais il faut rappeler à Thiam que en 93, quand le Premier ministre Ouattara était encore là, la Côte d'Ivoire occupait la 118e place au niveau de l'indice de développement humain. Mais lorsque le 9 décembre 1993, il part au FMI, Bédier arrive au pouvoir, quand le coup de force intervenait en décembre 1999, la Côte d'Ivoire sous Bédier était à la 125e place. À la même période, la pauvreté était passée à 33%. Wow. Alors, quand il parle de corruption, bien sûr, on a perdu 16 places de l'indice de perception de la corruption. La 59e place, on est passé à la 75e place, sous Bédier. Il a fait partie du gouvernement Bédier. Donc, voilà. Donc, il est aujourd'hui dans un schéma qui est hyper dangereux, qui rejoint celui de Soro, qui rejoint celui de Gbagbo, qui rejoint celui de Simone, qui rejoint le groupuscule de Bleu Goudé, Assal Temoko et Herman Bois qui est assis sur Live TV encore, et les discours des gens comme Geoffroy Kouao, qui tous les dimanches sur NCI applaudissent des deux mains les pays de l'AES. Le discours de Thiam rejoint cela aujourd'hui. Raison pour laquelle, depuis le début, nous disons et nous maintenons ça, que Thiam est dangereux. Il est dangereux parce qu'il n'a pas d'amour pour nous, il est condescendant, il est arrogant vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, voilà. Et en plus, c'est un fiefé menteur, pour ne pas dire affabulateur. Parce que quand on est intelligent, quand on dit qu'on a acquis certains diplômes, qu'on a fait l'école politique technique, qu'on dit qu'on a été majeur de ceci, diplômé d'INSAD, ministre ici, Mackenzie, présidentiel, tout ça. Mais le minimum, c'est qu'au moins on sait de la vérité. Or, celui qui ment est capable de tout. Oui. Celui qui ment est capable de tout. Dès l'instant où tu mens, c'est que tu es capable de tout. Et le lien commun qu'il a avec tout cela, Simone, Blé, Gbagbo, Soro, c'est que ce sont des menteurs. Même si on les prend la roquette à la main, Soro va dire non, que lui n'est pour rien là-dedans. Pourtant, il y a même ses écoutes, il n'a pas été capable de reconnaître ses écoutes. Sa voix, c'est bien après que Afoussata Bamba a reconnu sa voix. Oui. Et bien après qu'Afoussata Bamba a dit oui, on reconnaît. À chaque fois qu'on les prend la main dans le sac, ils sont. Et Thiam fait partie de cela. Et ils se font passer toujours pour la victime. Exactement, on l'a dit. Exactement. Ils se font passer pour les victimes, ils portent le manteau de la victime pour attirer la compassion des naïfs. Quand tu es sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ces jeunes qui sont nés, on n'est pas dit en 2000, qui n'ont pas connu Bombay, qui n'ont pas connu Tiapani, le maire de Dabou, qui a dit qu'il n'y a pas de meeting du RDA à Dabou ici.
ces jeunes-là, effectivement, quand Thiam parle comme ça, ce sont ces jeunes-là qui pleurent parce que pour eux, Thiam est une victime. Oui. Thiam est une victime. Justement, pour eux, ils connaissaient que Thiam est une victime. Or, ceux qui ont vécu ou qui ont connu le début de l'histoire, Thiam n'est pas une victime. C'est la conséquence de l'inconséquence du PDCI qui est Thiam. Thiam est le fruit de l'inconséquence du PDCI. Et aujourd'hui, il s'assoit sur France 24, à la limite en train de pleurer, je suis menacé, m'envoie des SMS, et vous avez des preuves, vous avez des noms, c'est des gens du parti au pouvoir. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave ça. Ah ouais, c'est grave. Si demain, entre Abidjan et Yamoussoukro, sa voiture fait une sortie de route, qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, mais c'est un accident qui est provoqué par le pouvoir. Alors que c'est un buveur. Oh, c'est d'alcoolo, c'est d'adepte des Bacchus. Donc c'est grave. Et pour ça, lorsqu'on va maintenant lui demander de s'expliquer, ils vont encore crier au harcèlement ou à la persécution. Mais pour quelqu'un qui a fait des études, hein, comme on le marque, ils aiment bien monsieur ici aime bien le dire sur son CV qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Mais il sait bien que ce soit en Angleterre ou en Suisse, même en France ici, un leader politique ne peut pas se lever pour accuser comme ça. Mélenchon, quand il répond des choses au pouvoir, il donne des preuves, il explique. Alors, mais lui, il se lève comme ça, il se victimise, justement, et encore, il va se faire de la sympathie au sein de l'AIS, il va se faire de la sympathie auprès de Soro, ou des Gbagbo, ou de Simone, et le bloc ne fera que se solidifier et se raffermir. Mais en tout cas, nous devons être prêts à tout. Quand nous sommes prêts à tout, à soutenir notre fétiche, à soutenir Alassane, vaille que vaille. Nous devons le soutenir et c'est l'occasion d'ailleurs de lancer un appel à nous tous qui sommes hors d'Abidjan et qui nourrissons un amour inébranlable pour Alassane Ouattara. Novembre, décembre, si on peut prendre une semaine de congé chacun, on se changera les numéros pour être sur place. Cette élection-là, on doit la vivre sur place. Ah oui, hein? On va la vivre sur place. Alassane, il a